introduction aujourd'hui pour démarrer le loft de cette semaine. Je pense que c'est sans surprise que vous voyez qu'on démarre musicalement aujourd'hui. Et je tiens à dire un grand merci à notre papa Konoma Traoré qui a bien voulu, encore une fois, nous donner de son temps et partager avec nous son savoir-faire. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci de nous avoir offert cette ouverture. On va vous inviter à vous asseoir là. Eh bien, hier, on était le 1er juin et vous le savez, le 1er juin, le monde entier célèbre la musique en faveur donc, du solstice d'été. Donc, c'est le jour où tout le monde célèbre la musique. On était sur scène hier soir en direct sur BF1 pour justement fêter la musique. Et aujourd'hui, on revient en Afrique pour s'intéresser justement à la place de la musique dans nos sociétés traditionnelles, le rôle que la musique joue dans notre vie de tous les jours, nous, Africains. Donc, on s'est entouré de personnes aguerries de la question, de personnes qui savent de quoi il s'agit pour ensemble apprendre. Car oui, vous le savez, dans le loft, on aime bien apprendre, on aime bien partager ce que l'on sait et on aime bien vivre des moments agréables avec vous. Nous, merci beaucoup de nous suivre, merci d'être fidèles à BF1, merci surtout de choisir le loft. Alors aujourd'hui, vous le savez, j'aime bien présenter les dames d'abord. Je suis avec Madame Traoré, qui est guide au musée de la musique. Bienvenue sur le plateau du loft, Madame Traoré. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien également. Je pense que vous avez quand même été très contente de voir qu'on commence avec le balafon aujourd'hui. Et je suis vraiment très contente. D'ailleurs, je suis sénoufo d'abord, d'origine. Oui. Et les balafons aussi, c'est chez nous. Oui. Donc, en écoutant ces sons, ça m'a déjà égayé un peu. Ah, super. Donc, je suis vraiment très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour partager ces moments heureux. En tout cas, ça nous fait plaisir. Et merci. Juste à côté de vous, il y a Monsieur Traoré. Bon retour sur notre plateau, c'est ce que j'ai juste envie de dire. Comment vous allez? Ça va. Hier, c'était la fête de la musique. Ça évoque quoi pour vous, cette fête de la musique-là? La fête de la musique, ça évoque pour moi la reconnaissance mondiale de ce qu'est la musique en fait. D'accord. Parce que la musique, c'est l'art le plus envahissant. On en a chaque jour dans la vie quotidienne. C'est sûr. On ne va pas à une exposition de peinture chaque jour, on ne va pas au cinéma chaque jour, mais chaque jour on écoute la musique. C'est vrai. La musique, je peux dire que c'est l'élément artistique le plus percutant. Ouais. En tout cas, nous, on a célébré la musique hier. Aujourd'hui, on est toujours dans cette dynamique-là. Et on a également, sur ce plateau aujourd'hui, une personne, moi j'ai envie de dire, qui a bercé toute mon enfance. En fait, en réalité, s'il y a une musique que j'aimais bien entendre, c'est pendant les vacances, ça annonce la venue des vacances. On est super contents, les cours sont finis, on va s'amuser. Et après, bon, il va falloir retourner en classe. Mais en attendant, on profite des vacances. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour vous ce grand nom, ce visage de la musique burkinabé, qui a quand même fait voyager plusieurs générations, fait danser plusieurs générations, qui aujourd'hui est des nôtres. Il s'agit de Ogé Kaboré. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Alors, la grâce de Dieu. La fête de la musique, pour vous qui êtes musicien, je pense que c'est quand même une date importante. Tout à fait. Je crois que Kodomba est là, il peut me corriger si je me trompe. Est-ce que ce n'est pas l'ancien ministre de la Culture français, Jacques Lang, je crois, qui a lancé cet événement en son temps et qui est devenu un événement mondial. Et comme il l'a dit, on ne peut pas se passer de musique. C'est devenu pratiquement comme l'eau qu'on boit, comme la nourriture qu'on mange. Et toutes les sociétés baignent dans cette atmosphère de la musique. Toutes les cultures, toutes les civilisations, depuis l'aube des temps, utilisent la musique dans toutes les circonstances. Et particulièrement en Afrique, il n'y a pas un événement significatif sans le secours de la musique. Ça n'aurait pas de sens. N'oubliez pas que pour les Africains, la musique, ce n'est pas consommée comme, je dirais, dans le cadre moderne en Occident ou même chez nous maintenant dans le cadre moderne. La musique avait une fonction utilitaire, pratique. C'est dans les circonstances précises qu'on utilise telle ou telle musique et pas telle autre musique. Et donc, ce n'est pas l'art pour l'art. On n'allait pas au concert comme ça en Afrique. Non. Non, bah, c'est vrai que quand on joue du tam-tam, les gens se regroupent, mais sûrement c'est pour une circonstance précise. Donc, dans ce sens, je pense que la musique elle a raison d'être partout présente
et voilà, pour donner au peuple, aux différents peuples, l'énergie nécessaire, à la fois physique, psychique et spirituelle, pour gérer les sociétés. C'est vrai que vous êtes scientifique, mais la musique quand même a occupé une place importante dans votre vie, comme je le disais. Donc aujourd'hui, on a envie de voyager dans le temps pour se remémorer votre histoire avec la musique. Quelle est-elle? Laquelle, la musique ou mon histoire? Votre histoire avec la musique. Pas beaucoup vous et la musique. Voilà, disons que j'ai été bercé depuis mon enfance. Quand je suis villageois, hein, je suis fils de paysan. Et donc, pendant mon enfance, je voyais jouer les instrumentistes, soit pour des travaux agricoles, soit pour des mariages, des funérailles et tout ça. Ça m'a interpellé. Il y a eu un écho à l'intérieur de moi. Et je ne sais pas, c'est venu comme ça. J'étais d'abord dessinateur, peintre. Je m'exerçais à ça à l'école. Et les instituteurs les ramassaient, disaient, mais c'est bien. Bon. Et puis après, c'est la guitare qui est venue prendre le pas. Donc, dans les années, jusqu'au lycée, hein, quand j'étais en seconde, dans ma classe de seconde, que la musique voilà, s'est éveillée à moi. Donc, j'ai appris à jouer de la guitare, petit à petit composer, et puis ainsi de suite. Et puis, c'est venu. D'accord. Et bon, il y avait les études en même temps. Il fallait tenir sur les deux pieds. Et grâce à Dieu, bon, j'ai pu quand même mener mes études, j'allais dire plus ou moins à terme, parce que j'ai pu aller jusqu'au doctorat. Et puis bon, la musique aussi à côté, sur scène de temps en temps, quelques albums, et puis voilà. Mais comment on décide de faire une carrière musicale et de quand même poursuivre ses études dans la recherche jusqu'au doctorat? Ben, si vous voulez, j'allais dire qu'on ne décide pas, ça, c'est naturel, ça vient comme ça. Si vous couchez la nuit pour dormir et puis finalement il y a des idées qui s'agitent dans votre tête, vous vous dites, mais tiens, ça on peut coucher sur papier pour un poème ou bien pour un roman, pour, je sais pas moi, une nouvelle. Moi c'était comme ça. À force de caresser la guitare, bon, ça venait comme ça naturellement. Et puis bon, je commence à composer tout en jouant et puis c'est parti. Ça s'imposait en fait. Voilà, ça s'imposait. Et puis j'avais aussi la passion de la recherche. Oui. Donc, vous savez, j'ai fait les lettres modernes jusqu'à ma licence, et jusqu'à même la maîtrise, puisqu'avant on parlait de maîtrise. Une maîtrise, oui. Puis après, je me suis dit, c'était en France, à Strasbourg, j'ai dit, mais il faut que il y a eu un appel intérieur vers ma culture, la culture africaine. Donc, j'ai viré pour faire non plus les lettres modernes françaises ou autres, qui ne m'apportaient pas grand-chose. Donc j'ai fait littérature orale africaine, tradition orale africaine, et puis j'ai basculé dans l'ethnolinguistique, c'est-à-dire l'étude des cultures à travers les langues, et puis de l'autre côté aussi l'ethnomusicologie, c'est-à-dire l'étude des musiques traditionnelles à travers les ethnies. D'accord, donc on va dire que vous restez quand même dans l'univers de la musique. Tout à fait, voilà, j'ai préféré même dans la recherche rester, soit dans la recherche la musique, sur la musique vocale, les chants, la musique instrumentale. Et voilà, donc en fait, voilà, c'était tout à fait naturel. D'accord. Tout en grattant la guitare de temps en temps. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire qu'on a un joli plateau pour parler justement de la place de la musique dans nos sociétés traditionnelles. Et comme on a le musée de la musique aujourd'hui sur ce plateau, on a quand même envie de connaître un peu mieux cette institution-là. Je ne sais pas si tout le monde connaît le musée, je ne sais pas si il y en a à Ouaga qui ne savent pas qu'il y a un musée de la musique. Si d'aventure il y en a, je pense que vous n'êtes pas nombreux à ne pas le savoir. En tout cas, j'espère bien. Donc, on va présenter le musée de la musique pour les quelques-uns qui ne connaissent pas le musée de la musique. Merci bien. Et c'est un plaisir vraiment pour moi d'être là pour peut-être expliquer un peu et montrer un peu à la population, à tous les Burkinabés, que les musées existent effectivement au Burkina Faso, surtout à Ouagadougou. Nous avons le musée national, nous avons le musée de l'armée, nous avons le musée du Mogo-Naba et nous avons le musée de la musique qui est spécifique à la musique traditionnelle. Et dans ce musée, effectivement, le musée a été créé depuis août 1999. Et ça a été inauguré par l'ex-ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Mahamoudou Ouedraogo. Et depuis 4 août 1999 que le musée existe, le bâtiment qui abrite le musée a été créé par une association appelée ADAWA, Association pour le développement de l'architecture et de l'urbanisme en Afrique.
Et c'est un anti-témoin de cette association. Ça est face à face avec le lycée Philippe Zenda Kaboré, au centre de la ville. Pour tous ceux qui connaissent les ronds-points des Nations Unies, c'est-à-dire en partant seulement au lycée Philippe Zenda Kaboré ou à l'hôpital Yalgado, vous êtes à côté du musée de la musique. Nous invitons tout le monde à venir découvrir. Le rôle du musée ici, les musées s'occupent des biens culturels et de l'urbanisme et les interprètent à son public. Voilà ce que nous avons. Donc, quand vous venez au musée de la musique, vous allez découvrir beaucoup de musiques traditionnelles, des objets différents. Comme il y a plus de 60 ethnies au Burkina, vous allez découvrir des instruments différents, des différentes communautés, et ainsi de suite. Et au sein de ces musées aussi, on a 4 familles d'instruments que nous exposons à nos publics. Et on a une exposition temporaire, on a une exposition aussi qui est déterminée. Et quand tu prends ces deux, temporaire et permanent, et temporaire, par exemple, actuellement, ça porte sur l'histoire de la musique moderne de notre pays, de 1947 à nos jours. Nous avons même travaillé avec les doyens qui sont à côté de vous sur ce projet ensemble. Et l'exposition est toujours au musée. Mais à côté de cette exposition aussi, on a notre exposition permanente qui est sur les instruments traditionnels de nos communautés. Et quand vous venez, vous allez découvrir ces 4 familles d'instruments que nous avons au sein de notre musée. Et ces 4 familles d'instruments, c'est quoi? Nous avons la famille des idiophones. Les idiophones, c'est les instruments dont le son dur même suffit pour produire son son. Nous avons par exemple les balafons qui est en face de vous et les castagnettes. Nous avons la deuxième famille qui est la famille des membranophones. Les membranophones, ça, ce sont les instruments dont une membrane couverte d'une ou deux pour donner un son tel que les tambours et les djembés, par exemple. La troisième famille, nous avons la famille des cordophones. Les cordophones, ça, ce sont les instruments à cordes. Par exemple, nous avons la kora à côté de notre papa. À notre côté de notre papa, où il faut pincer, frotter pour produire son son. Et enfin, la 4e famille, nous avons la famille des aérophones. Les aérophones, air, aérophones, les vents. Il faut souffler les vents. Il faut avoir de l'air pour pouvoir produire le son de l'instrument. Nous avons par exemple les flûtes. Voilà les 4 instruments, les 4 familles d'instruments que nous avons au sein de notre musée, qu'on expose à notre public. Et quand ils viennent, nous leur expliquons le rôle et la fonction de ces instruments que nous avons au sein de notre musée. Voilà. Et de ce que je sais, je pense que le papa a apporté sa contribution au musée de la musique. Voilà, j'allais revenir sur ça. Et il a donné sa contribution à l'État burkinabé. C'est à l'État qu'il a donné, c'est pas au musée seulement. Il a donné ses œuvres à l'État burkinabé. Tout récemment, ça n'a même pas duré. On a fait l'inauguration avec les ministres actuels. Monsieur Sango Karim Abdoul, qui est venu faire l'inauguration au musée de la musique là-bas. Et nous invitons tous les acteurs de prendre l'exemple sur ces acteurs vraiment, de nous céder leurs instruments et pour pouvoir partager à la génération future. Puisque un savoir, c'est quoi? Il ne suffit pas de les garder seuls. Mais si vous les donnez à un musée, comme le rôle du musée, c'est interpréter à son public, je pense que ça va contribuer beaucoup à la génération future et ça va profiter à toute la population burkinabé. Donc nous les remercions vraiment. C'est un cri de cœur que je lance à tout le monde. Et nous remercions notre papa aussi qui est devant vous, qui a vraiment beaucoup travaillé avec nous. Et à tout moment, on les sollicitait, des va-et des viens, mais il n'a jamais manqué le temps pour venir répondre à nos convocations. Vraiment, merci beaucoup à Roger Kaboré aussi, qui a beaucoup travaillé avec nous au sein du musée de la musique. Merci beaucoup à vous également d'être là. Qu'est-ce qui a motivé ce don? Même si j'imagine un peu la réponse. Ce qui a motivé ce don, c'est le fait qu'un jour, mon père m'a dit, chaque homme, à quelque niveau qu'il soit, doit contribuer à l'épanouissement de la société, doit apporter sa pierre. Et donc, ce qui m'a motivé, c'est parce que aussi le musée qui porte le nom de Georges Ouedraogo, le grand musicien, le Gandago national, c'était un grand ami à moi. Et le jour d'ailleurs que j'ai donné des instruments là au musée, j'ai fait des témoignages sur ça.
sur lui, bon, ça a été vraiment un grand ami. Mais l'amitié, ce n'est pas seulement se fréquenter chaque jour. Parce qu'on ne m'a jamais vu jouer avec Georges Ouédraogo, ni à côté de lui d'une certaine manière. Mais nous étions de cœur ensemble. En fait, c'est le cœur qui fait l'amitié et les idéaux que vous partagez. Ils partageaient les mêmes idéaux que moi, dans le domaine de la musique. Oui. Surtout de la musique traditionnelle. Georges m'a dit un jour à la Maison du Peuple, il me dit, Konomba, tu vois, il faut que le noir se ravise que sa musique-là, traditionnelle-là, c'est de ça que tout doit partir. Même nos musiciens modernes, ils doivent s'en inspirer. Et dit, moi, Georges, je ne chante qu'en Moré, c'est ma langue nationale. Je n'ai pas besoin de m'exprimer dans la langue de quelqu'un. C'était sa conviction. Et effectivement, quand vous entendez les Warba de Georges, oui. Moi, je ne suis pas Mossi, mais la belle musique, elle s'accepte. On aime la bonne musique. On ne comprend pas le Congolais, mais quand il joue, on est enivré. C'est vrai. Genre, quand il vous fait du Warba, vous êtes obligé d'aimer le Warba. Ah oui. Bon, donc, c'est en souvenir même de lui que j'ai donné. Non seulement je me suis fait un devoir de donner ça à l'État burkinabé, comme Mme Traoré l'a dit, mais c'était également en souvenir de Georges Ouédraogo et du fait qu'il a été vraiment pionnier dans cette musique traditionnelle jusqu'à mourir. Oui. Il dit, nous devons nous inspirer des mélodies et des rythmes burkinabés d'abord, autant que nous sommes burkinabés. Ensuite, africains. Parce que le panafricanisme passe d'abord par le nationalisme aigu. Il faut être d'abord nationaliste avant de penser panafricanisme. Et j'aurais été nationaliste jusqu'au bout. Donc, c'est un souvenir pour moi d'offrir ça en sa mémoire. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette génération et les générations à venir et pour ce don qui certainement va contribuer à la culture de beaucoup qui ne savent peut-être pas forcément où aller pour en savoir un peu plus sur les instruments traditionnels. Ça vous intéresse? Eh bien, faites un tour au musée de la musique. En plus, leurs tarifs sont tellement bien étudiés que vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas y aller. On a posé la question à nos téléspectateurs, quelle peut être la place de la musique dans nos sociétés traditionnelles en Afrique? On écoute leurs éléments de réponse et on revient pour en parler sur ce plateau. La musique occupe une place importante dans la vie traditionnelle en Afrique. Nous faisons une immersion dans l'univers des instruments traditionnels de musique et leur usage. Pour cela, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens pour recueillir leurs propos sur le sujet. Chez nous, au plateau Monssi, on a l'habitude d'utiliser le kwindé. Le kwindé, ça c'est surtout les griots qui utilisent ça avec les chefs traditionnels. Il y a encore le gongoro qu'on utilise aussi souvent dans les églises. Les instruments traditionnels que je connais, nous avons le pendré, le lunga, le kiama, que les Mossi en utilisent pour les chants traditionnels. Quand on prend le pendré, c'est dans les pays Mossi, quand il y a des cérémonies pour le chef, ils font appel à une musique de pendré qui joue pour annoncer quelque chose, quoi. La calebasse que les gourmachés aussi en utilisent pour jouer dans leur musique. Le balafon, je sais qu'il est beaucoup plus utilisé dans les pays bobo pour n'importe quelle cérémonie. Et je pense qu'il n'est pas donné à n'importe qui de jouer le balafon. Parce que j'ai vu un documentaire où le balafon se transmet de père en fils. Eh bien, on a entendu leurs avis. Comme on a terminé sur le balafon, on va commencer ici sur le balafon. Donc, notre dernier intervenant a dit qu'il a vu un documentaire où ça se disait que ça se transmet de père en fils. Est-ce que c'est une information exacte? Anciennement, la musique, en fait, était dévolue aux griots. D'accord. Et aux griots professionnels. C'est-à-dire, il fallait naître d'un père griot et d'une mère griotte. Ça, c'est les conditions jusqu'à aujourd'hui pour être griot. Et les griots avaient le monopole de la musique. Et ça se transmettait de père en fils ou de grand frère au petit frère.
Et pourquoi ça? C'était pour préserver les secrets de l'art. D'accord. Préserver les secrets de l'art. Parce que dans la réalité, vous n'allez pas apprendre à quelqu'un qui n'est pas de votre famille quelque chose qui va faire que cette personne va concurrencer et battre votre famille. Un membre de votre famille. D'accord. Mais c'est un peu de l'égoïsme, mais c'est humain. C'est légitime aussi. Donc les griots avaient le monopole de la musique avant. Ça se transmettait de père en fils. Et alors, on était au... Pourquoi ça? Parce que la musique et l'art, c'était une affaire d'héritage. L'héritage se transmet. Oui, c'est sûr. Kabouré Ogé transmettra sa belle villa et puis sa belle guitare à son fils, c'est pas Traoré Koromba, même si je suis son ami. Bon, donc c'est un héritage. C'est quelque chose que la famille doit préserver. Oui. C'est un héritage. Et un héritage, ma foi, il faut veiller à ce que ça soit conservé toujours. Oui. Toujours conservé en l'état. Mais de plus en plus, comme le don artistique n'est pas seulement l'apanage des artistes qui monopolisent ça, tels que le tisserand, bon, le don du tissage, le don de la musique, tout ça, c'est pas dévolé à ces gens seulement. Celui qui apprend la musique, il peut faire la musique. Si tu apprends le balafon, tu peux jouer au balafon. Donc aujourd'hui, pourvu que tu en aies le don, parce que l'art, c'est impossible sans le don. Le don, c'est la première chose qu'il faut avoir. Parce que sinon, tu vas apprendre en vain. Bon, donc, aujourd'hui, la musique s'est étendue. Les Salif Keïta, les Oumou Sangare, ce ne sont pas des griots, mais ce sont des gens qui ont cultivé le don qu'ils avaient et sont devenus de grands musiciens. Donc, la musique aujourd'hui n'est plus l'apanage des détenteurs professionnels que sont les griots. D'accord. Aujourd'hui, c'est un peu plus... Autrefois, d'ailleurs, ils étaient très jaloux de ça. Ainsi, vous étiez brillant, ma foi, vous deveniez leur ennemi ou leur concurrent. Ça, c'est la réalité. D'accord. Moi-même, j'ai vécu ça sur le terrain ici à Ouagadougou. Lors de mes animations de baptême, des associations, la Tour Konomba Traoré, mais bon, je vous dis, je ne le cache pas, et les griots, ils savent que je dis la vérité. Et moi, j'étais devenu leur concurrent, et puis, bon, ça n'était pas facile. Ah oui, mais bon, j'ai réussi quand même à m'imposer. D'accord. Ah oui. Oui. Est-ce que, M. Kaboré, ça n'explique pas un peu le fait qu'aujourd'hui, souvent on a l'impression que les jeunes s'intéressent moins aux instruments traditionnels? Est-ce que c'est pas parce qu'ils se disent, bon, n'étant pas forcément de la caste, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux me permettre de m'intéresser à un instrument traditionnel? C'est possible, mais je pense que ce n'est pas un argument valable. Comme il l'a expliqué, il y en a plein qui n'étaient pas des griots professionnels. Mais il faut s'armer de beaucoup de volonté, comme il l'a dit, parce qu'il a dû braver quand même l'adversité. Je pense que pour les jeunes, c'est davantage qui sont attirés, fascinés par la culture occidentale. Sinon, comme il a dit au début, il faut partir de nos racines. Et cela, dans toutes les émissions qu'on a eues à faire, même le livre qu'on a écrit sur la musique moderne, on interpelle les jeunes à repartir à la source. Qu'est-ce qui a fait la valeur de Salif Keïta? C'est parce qu'il s'est axé sur la musique mandingue. L'autre qui vient de décéder, le guitariste Mouri Kanté, c'est vrai. il a fait un tabac parce qu'il utilise justement cet instrument traditionnel. Je pense que c'est une question de volonté. Regardez ici, même au Burkina ici, on a vu des exemples. Il y a des gens qui faisaient du rap ou je ne sais pas quoi, et puis bon, finalement, ils se sont reconvertis. Je crois qu'il y a Bonsa. C'est reconverti à la musique traditionnelle. Exactement. Avec le Condé Ibissa, mais il a fait du succès. Parce qu'aujourd'hui, et il y en a plein, l'autre qui fait du Loudga, Nous Nabil, c'est ça. Et c'est très utile. Il y a ton parent Samuel qui joue le bail, l'arc musical. Voilà. Excusez-moi.
Je pense que c'est une question de volonté. Si ils s'y mettent et qu'ils aient la patience d'apprendre auprès d'un maître, exemple, un maître comme Konomba, oui. ils finiront par réussir. D'accord. Et de toute façon, le monde, à l'heure actuelle, cherche à consommer quelque chose d'original. Ouais. C'est pas tout ce qu'on connaît là. On trouve ça dans YouTube, dans toutes les chaînes. Mais si vous apportez, vous jaillissez avec quelque chose d'original de chez vous, que vous cultivez, que vous perfectionnez, les gens aiment ça. C'est ça. Donc je pense que c'est une question de volonté. Et justement, en parlant de ce qui vient de chez nous, vous l'avez dit dans votre première intervention, la musique n'était pas forcément en Afrique consommée, genre on part à un concert pour écouter un artiste. La musique a un rôle dans nos sociétés. Donc, par exemple, le balafon. À quelle occasion on avait le droit d'entendre un son de balafon, par exemple? À chaque peuple, sa culture. D'accord. Et à chaque peuple, sa culture musicale. C'est ça. Kabouré Ogé l'a dit, l'art pour l'art n'existe pas en Afrique. Un art contemplatif comme ça, les concerts à l'européenne là, on part s'asseoir pour jouer, les gens écoutent, partir à la maison, ça n'existe pas en Afrique. C'est les Blancs qui ont déformé nos habitudes. Sinon, ça n'existe pas. Parce que le Noir conçoit sa musique en fonction de la danse. Donc, la danse et la musique sont intimement liées, sauf à certaines occasions. Par exemple, quand on enterre le mort, on ne danse pas là-bas. Sauf à quelques exceptions près, la danse et la musique sont grandes sœurs et petites sœurs. D'accord. Ah oui. Et d'ailleurs, les pas de danse là, les pas de danse sont conçus en fonction du rythme. Bon, et la caractéristique de la musique africaine, c'est que la musique africaine est rythmique. Elle n'est pas mélodique. D'accord. Je m'assois, je joue mon balafon comme ça, sans tambour. Et, bon, il y a la percussion dedans, ce qu'on appelle percussion, c'est-à-dire le fait qu'il y a une note qui tombe tout le temps, ça fait la percussion, hein, ça fait le rythme en même temps. Mais hormis ça, bon, la mélodie n'intéresse pas le danseur africain, c'est le rythme. Les tchamas, c'est ça les tambours, c'est ça là qui. Le noir danse au son du rythme, c'est pas au son de la mélodie, mais c'est le contraire de l'autre côté. Donc, l'art pour l'art n'existe pas en Afrique, c'est un art utilitaire. Utilitaire veut dire que c'est utile, on fait ça parce que c'est utile. De même que le tabouret là, vous voyez comment c'est conçu, c'est fait pour s'asseoir dessus, donc il faut que ça soit solide. C'est ça. Ah, de même, les instruments traditionnels même sont fabriqués en fonction de ce principe-là. Parce que vous n'allez pas jouer un balafon tout de suite, là, la calebasse se casse ou non, vous n'allez pas loin. Donc c'est un art utilitaire. Mais cela ne veut pas dire que le noir, il occulte le beau. Non, le noir aime le beau. Pas, les blancs disent, oui, la musique est utilitaire. Mais et le beau, non. L'aspect esthétique est préservé. D'accord. Mais tant mieux si l'aspect esthétique et l'aspect utilitaire sont préservés. Et le noir est très fort dans ça. Il conçoit son instrument, non seulement pour jouer, mais c'est solide aussi. Les blancs pas. Tu prends ce balafon là, tu le laisses tomber là. Mais tu prends ça, tu laisses tomber. La calebasse même peut ne pas se casser. Mais une guitare, attention, les cordes vont se casser et puis vous voyez. Bon, donc, la musique africaine, elle est utilitaire. Si elle est utilitaire, elle sert à quelque chose. Donc, son rôle dans la société africaine, c'est un rôle multidimensionnel. D'accord. Par exemple, la musique, on va parler de musique, on ne va pas parler que de la musique du show. Non. On va pas que les Koundé, tout, la musique africaine en général. A un rôle sociopolitique, historique. Vous savez, la Kora et le Djelebarani là, ça se jouait au palais des rois, au palais de Sundiata Keita. Oui, pour le réveiller, et puis pour l'égayer, etc. D'accord. Donc pour réveiller le souverain et l'égayer. Donc ça a une fonction déjà, rôle historique. Parce que il y a des morceaux qui sont conçus même pour la traite des Noirs, qui chantent la traite des Noirs.
la colonisation, des morceaux conçus au moment de la colonisation. Donc, ça veut dire que ça a un rôle historique. Ça raconte. Ça raconte l'histoire. L'histoire ne se raconte pas seulement par l'écrit, par la musique et par toute forme de culture, toute forme artistique. L'histoire du peuple doit s'entendre. L'histoire du peuple doit se voir dans la rue. L'histoire du peuple doit se sentir. Donc, ça a un rôle historique et politique en même temps. Ça parle des souverains, les Béanzais, tout ça, les Samoris, tout ça. Ils ont des morceaux. Ceux qui se sont illustrés dans l'histoire, mais il y a des morceaux qui leur sont consacrés. À Orra, par exemple, Orra Circuit, tout le monde, c'est devenu un morceau populaire. Les morceaux de Sunyata, Turamaga, etc., etc. Kata Commissariat, Ofoué, Benana, bon, ça c'est conçu en fonction des premiers pionniers là, de notre indépendance, où le président ivoirien, on leur a consacré des choses, les Mamadou Konaté, tout ça là, les Moro Naba ici, il y a des morceaux qui leur sont dédicacés. Et quand vous remarquez, dans la cour du Moro Naba, dans la cour des rois aussi, mais c'est de la musique filtrée à travers des instruments tels que le koundé, cordophone, mais quand vous écoutez ça, vous êtes... mais c'est très beau. Et les musiciens des cours royales, ils sont chargés, ce sont des griots, chargés de conserver l'histoire à travers la musique. De conserver l'histoire. Ils connaissent la généalogie de tous les Moro Naba depuis le temps. Si tu ne connais pas ça, tu ne dois même pas jouer là-bas en fait. Bon, donc, à travers la musique, on dit l'histoire et on parle du passé, les rois qui ont passé. Et en même temps, on invective le nouveau souvenir pour dire, tu as vu ce que tes déventions ont fait. Tu dois au moins les égaler, sinon les surpasser. Bon, donc c'est une invite à faire mieux. Bon, après ce rôle-là, ça a un rôle purement spirituel. Parce que le noir, il est animiste. La religion du noir, c'est l'animisme. Ce n'est pas l'islam, ni le catholicisme, ni le protestantisme. Non! C'est l'animisme. C'est l'animisme. Et les musiques même sont conçues en fonction de ça. Les instruments sont conçus en fonction de ça. Et les joueurs d'instruments sont formés en fonction de ça. Ce n'est pas n'importe qui va aller jouer à la cour du Moro Naba là-bas. C'est sûr. Ce n'est pas n'importe qui joue à nous, ce nouveau là, nos fétiches qu'on a et comment tout ça, les veillées là. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut être initié. Vous voyez, certaines musiques sont spécifiques comme ça. Ça doit être fait par des initiés. Bon, donc, on peut dire ça a un rôle spirituel. Ça a un rôle aussi ludique. D'accord. Bon, les soirées récréatives là, des jeunes, des filles au clair de lune, des soirées des vieilles femmes, comme on dit, d'une certaine génération, ça, les morceaux du passé, on les joue et vous voyez, donc ça a un rôle ludique. C'est un rôle aussi économique. Ah bon? Ah oui. Bon, chez nous, c'est nouveau. Quand nous cultivons là, on amène le balafon là-bas. Moi, j'accroche le balafon, le cou là, avec le soleil, et puis on joue derrière les cultivateurs pour les encourager. Sans musique, le travail n'avance pas. Bon, donc ça enivre les travailleurs. Mais ça doit être bien d'être le musicien, puisque du coup, tu n'es pas obligé de cultiver. Nous, les musiciens, nous cultivons avec notre musique. D'accord. C'est ça nos dabala. Bon, ça a un rôle également de cohésion sociale. D'accord. Parce que dans une soirée de balafon, dans une réjouissance populaire de Warba, mais ça n'a pas d'âge. C'est sûr. Tous les âges, toutes les générations se rassemblent là-bas. Et ça, c'est un. Et qui parle de rassemblement, parle de se frotter, d'échanger. Donc tout ça, il n'y a que les veillées musicales là, qui rassemblent à la fois toutes les générations. Et puis, voilà, ça crée la cohésion sociale. Même des gens qui se sont frappés hier, là, ils se retrouvent au balafon et puis ils dansent ensemble. Vous voyez, c'est très important ça. Ça a également un rôle thérapeutique.
Parce que le balafon, ce n'est pas seulement un instrument de musique, hein. C'est un instrument magique. D'accord. Si vous savez les propriétés de l'arbre qui fabrique le balafon, là, vous allez savoir que le balafon, c'est un instrument magique. C'est quel arbre? L'arbre qui fabrique le balafon, on appelle ça le palissandre du Sénégal. D'accord. Noéka. C'est pas ça, non? Noéka, qui est chercheur. Là. Très bien. Le cancalra aussi. Oui, aussi, oui. Aphelia Donc, africana. c'est tout bois qui a une essence qui est dure et qui est C'est une bonne sonorité. qui a comme élément particulier que c'est habité par les génies. Son arbre. Oui, mais parce que les génies, ce sont les génies qui ont donné la musique Aux à hommes. l'homme. Hein. D'accord. Ah oui, oui. Bon, on ne va pas vous faire un cours de généalogie. Non. On va rester sur la musique. Mais sinon, bon, donc, l'arbre du balafon, comme c'est un arbre magique, l'instrument qu'il construit est aussi magique. C'est normal. Et je dis, ça a un rôle thérapeutique. Ça peut soigner donc des gens. Ah oui, ça peut soigner des gens. Quand un enfant a mal au nombril, a mal au ventre, on vient, on le couche sur le balafon et on prend la baguette là. Et puis, on tape sur son ventre un peu, on tape sur les notes du balafon et cela. Et puis l'enfant guérit. D'accord. Ah oui. Et puis, ça a un rôle divinatoire également. Parce qu'à travers le balafon là, ce qui se passe, on peut savoir. S'il y a quelque chose qui doit se passer, moi je connais ça à travers, et un élément grave, je connais ça à travers le balafon. Le balafon va jouer sur. Et un air triste. D'accord. Un air triste pour dire, ah, la situation sera dramatique. Bon, donc, ce n'est pas là. Il a également un rôle de communication. Communication. Bon, donc, quand on joue dans un village, les villages voisins là peuvent entendre les sons du tambour, des tchamas, tout ça là, s'ils ne sont pas loin. Et puis, ils viennent. Donc, on peut dire, ça, le balafon a un langage. Oui. Tout instrument de musique, disons tout instrument de musique a un langage. Et on dit, le morceau n'est pas beau, mais le message qu'il transmet s'il est beau, c'est ça le meilleur. Parce que comme la musique est utilitaire, toujours on revient à ça. Oui, utilitaire, oui. Bon, c'est vrai qu'une musique d'abord doit avoir comme fonction d'être belle, comme caractéristique plutôt, d'être belle, d'être émotive ou de galvaniser. Mais aussi de transmettre un message. Parce que quand on joue au chant, derrière les cultivateurs, chaque cultivateur a son morceau. Ah, lui là, il n'a pas son deux. Il est premier. Bon, il y a les chansons de louange, des navas et puis de tous ceux qui s'illustrent dans la société. On leur crée des chansons au pays Senfou. Je ne sais pas si en pays aussi c'est comme ça, on crée des chansons. Et même si vous déconnez aussi dans la société, on invente un morceau sur vous. Vous voyez, par exemple, le morceau de Tidiane Koulibaly là. D'accord. Vous voyez un peu. En fait, ce Zan-là, c'est quelqu'un qui aimait trop les femmes. Bon, donc, on a fini par inventer ce morceau sur lui. Pour parler de son histoire de femme. Voilà, bon, donc, ça moralise aussi la société. Oui. Donc, vous êtes obligé de faire attention. Dès que vous faites un mauvais pas, on crée un morceau sur vous. Vous voyez, tout le monde chante ça, vous ne pouvez empêcher personne. Bon, donc, vous voyez, rôle de communication, je reviens à ça. Oui. Le balafon transmet un message. Et moi, je dénore pas lesquels. Si, par exemple, Ogé Kaboré vient chez moi, s'il n'y a pas à s'asseoir, j'appelle un de mes enfants, à travers le balafon, de venir à un étranger pour le faire asseoir. Et tout de suite, vous allez voir quelqu'un qui va venir, vous êtes étonné. Non, c'est parce que je l'ai appelé au balafon. Mais quand mes enfants ne sont pas loin, même s'ils sont à 1 kilomètre comme ça, moi, je prends mon balafon, je joue, je les appelle, je les transmets quelque chose. D'accord. Oui, oui. Ok. Donc, ça a un rôle de communication extraordinaire. Parce que les notes là, il y a un code. D'accord. Donc, il faut connaître le code.
Oui, c'est ça en fait le truc. Mais le balafon se joue aussi. C'est le balafon, c'est la musique, c'est le koundé, c'est les tambours. Tout ça, la musique traditionnelle là, les funérailles. Oui. Ça a pour fonction d'accompagner le mort dans l'au-delà. Mais avant de parler des funérailles, j'ai envie en fait de revenir sur la partie transmission de messages avec M. Kabouré. Oui. Enfin, les instruments de musique dans nos sociétés aident à communiquer. Mais est-ce que tout le monde l'entend? C'est ça. C'est ça le problème, c'est-à-dire que avant, dans nos sociétés traditionnelles, tout le monde passait, du moins surtout les hommes et même les femmes, par le camp d'initiation. D'accord. Et c'est dans le camp d'initiation que les tambours éduquaient, formaient les initiés avec un langage particulier et même un langage secret pour les initiés et même un langage ordinaire qui leur permet, lorsqu'ils sont dans la vie courante, on peut les convoquer avec le tambour. D'accord. Malheureusement, bon, aujourd'hui c'est combattu parce que bon, on ne voit que l'excision. Ouais. Et c'est normal, moi je ne suis pas d'accord. On a combattu l'excision, mais on a en même temps jeté le bébé avec l'eau de bain, c'est-à-dire l'initiation. Au cours de cette initiation, on apprenait aux jeunes filles comment tenir un foyer, tous les secrets de femmes, les secrets de ménage, et tout. Mais c'est ça qu'on n'a plus. Perdu. Sinon, pour les hommes, remarquez, l'institution du ministère de la Culture là, pour récompenser les journalistes, comment on appelle ça? Les Galiens. Le Galien, j'ai eu l'honneur justement de proposer ce titre-là lors de la première édition, qui était le comité dirigé par M. Roger Nikema de Salankoloto. Donc on a cherché à savoir qu'est-ce qu'on peut trouver comme symbole pour justement pour symboliser cette activité de communication des journalistes. Donc finalement, moi j'ai proposé trois choses et donc finalement on a retenu le Galien. Pourquoi le Galien? Parce que c'est le tambour maître, le tambour cylindrique long là, qui dans les camps d'initiation parlait aux initiés. D'accord. Les formait, dit courez, allez à tel endroit, revenez. Donc, il parlait aux initiés dans un langage qu'ils comprennent. Maintenant le problème c'est que nous avons basculé dans la vie moderne. Plus d'initiation, personne ne s'intéresse encore à ces instruments. Mais même ceux qui étaient, que ce soit le balafon, que ce soit le tambour, les différents bendrés, tout ça, c'est, comme il l'a dit, Konomba, et je suis d'accord, tous les instruments sont conçus en fonction du langage du milieu. Ça, c'est un balafon sénoufo, comme il l'a dit. Les Boaba ne peuvent pas jouer avec ça. D'accord. Par exemple, les Dagara, je ne sais pas, il peut me confirmer ou infirmer. Donc, chaque milieu, par exemple, chez les Dagara, il semble que le Dégar, qui est le balafon, j'allais dire le plus important, lié aux morts, lié au culte, eh bien, ce balafon a été conçu, du moins les lames ont été taillées en fonction des paroles d'un ancêtre qui mourait. D'accord. Bon, comme il a dit, il y a plein de mythes qui expliquent les origines. Et cet ancêtre-là avait reçu les instructions depuis la brousse. Beaucoup d'instruments ont été révélés par des génies ou en tout cas des personnages surnaturels à des ancêtres en brousse. Donc, voilà, qui ont transmis. Donc, tout est, les instruments sont conçus en fonction du langage du milieu. Et ça permet donc de faciliter la communication. Et je voulais revenir sur un aspect qu'il a souligné. L'instrument a un rôle, j'allais dire, mystique. D'accord. On n'est pas dit spirituel, parce que lors de mes recherches, j'ai vu dans certaines sociétés qu'effectivement, quand il y a un événement qui va se produire dans la société, un événement malheureux généralement, l'instrument joue tout seul. Et le chef, par exemple si c'est les tambours, le chef des tambours qui garde le tambour sacré chez lui, il comprend le langage. Il dit « Ah !» Et le lendemain, il court chez le chef, qui va se référer au chef de terre pour faire les sacrifices nécessaires, les sacrifices pour nettoyer, pour que l'événement ne vienne pas, ne se produise pas. Et il n'y a pas très longtemps, au Mali, un grand joueur de Koni, Bazoumana Sissoko, qui était aveugle, mais qui maîtrisait son instrument de façon, j'allais dire, c'est mystique, parce qu'il ne voit pas, mais son instrument jouait, semble-t-il, tout seul, la nuit, quand il y avait
un grand événement qui devait se produire, par exemple, dans la société malienne, que ce soit de nature politique ou de santé, tout ça, il le sentait et il composait des chansons pour ça, qui étaient jouées sur les chaînes, la chaîne la radio. Et ici, on en a plein. On a vu dans une société qui s'appelle le Badogo, entre les Sissala et les Dagara. On a fait des enquêtes là-bas. Il y a de grands tambours coniques, ce qu'on appelle les tambours coniques. Comme madame a expliqué, il y a une seule peau, et avec une base qui s'amincit, un peu comme le djembé. Et ce monsieur a dit que c'est lui le chef des tambours. Et il nous a expliqué qu'il y avait un gros tambour, de petits et de moyens. Il dit, vous voyez ce gros tambour-là, la nuit, même quand je dors à point fermé, là, s'il y a un événement, le tambour là joue tout seul. J'ai dit, mais c'est pas possible, tout seul. Et lui, il comprend le langage, ce que le tambour veut dire, et il transmet le lendemain au chef qui fait les sacrifices. Il y en a plein, il y en a plein. D'accord. Sans compter que dans le domaine de la musicothérapie, c'est-à-dire que les sons qu'on utilise, la musique qu'on utilise pour soigner les malades, il y en a plein. Dans le nord, il y a vers Marcoyous, comment on appelle ça, Marcoyous, voilà, il y a un groupe qui soigne, enfin c'est une musique de possession en fait, donc des femmes ou des hommes qui sont possédés par des génies, des mauvais génies, eh bien c'est au son de la guitare, on appelle ça la guitare touareg, la guitare à 3 cordes là, que les Mossi même jouent ici. Voilà, et accompagné de femmes qui battent des mains, qui chantent, et cela est censé soigner le malade. Comme un rite de délivrance? Voilà, exactement. D'accord. Et il y en a plein comme ça. Donc, pour résumer, pour dire que cette musique-là, elle est utilitaire et pratique. C'est vrai que, bon, on peut se distraire en écoutant de la musique comme ça, mais l'important, c'est pas ça, c'est pas la disque. Comme, je peux vous donner une citation de Francis Bébé, grand musicien et musicologue camerounais qui est mort maintenant d'ailleurs. Il disait, prenez le contre-pied de l'affirmation selon laquelle, en Occident, selon laquelle la musique, la définition de la musique, c'est, comment dirais-je, pour plaire, pour... oui, la formule comme il faut. Être agréable, voilà, pour être agréable à l'oreille. Lui, il dit oui. La musique africaine, elle est faite pour être agréable ou non à l'oreille. Ce n'est pas forcément qu'elle doit plaire à l'oreille. Parce que quand vous avez affaire à certaines musiques rituelles, mais c'est pas le premier objectif, c'est pas que ce soit agréable à l'oreille. Voilà, ça peut être même des notes discordantes, mais qui ont un objectif précis. D'accord. Voilà. Et là-dessus, il avait donné un exemple. Il était venu jouer il y a longtemps au Centre culturel français ici, Francis Bébé, ce qu'on appelle la sanza. Donc, un instrument qui a des lames métalliques. Ça se joue aussi chez les Bisa. Voilà. Et il avait donné le nombre de lames qu'il jouait, et c'était vraiment beau. Et il disait, vous voyez, il y a une seule lame à laquelle je ne touche pas. Il dit, mais pourquoi? Parce que cette lame introduit la dissonance. Au lieu que ce soit harmonieux, il introduit la dissonance dans la musique. Et cette lame symbolise tout le mal, le mal dans la société. Effectivement, quand il joue, c'est beau, et puis quand il ajoute cette note, c'est pas vraiment très agréable à entendre. Mais à certaines circonstances, il joue avec cette note pour enseigner, pour dire, voyez, c'est par la faute de l'homme que la disharmonie est venue au monde. Je crois que c'est un mythe. D'accord. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur la musique traditionnelle. Ça, c'est sûr. Donc, oui. J'étais avec le grand frère de ma mère, mon oncle au champ. On était en train de cultiver. Il était vers 11h comme ça. Mais il me dit brusquement, on va rentrer au village. Il y a tel vieux qui vient de décéder. J'ai dit, mais... Comment il l'a su? J'ai dit, comment ça? Il dit que la flûte magique, la flûte a dit ça, et puis a dit son nom. On est parti au village, et puis c'était... Effectivement. C'est vrai. Wow. Nous l'avons vérifié. Hein. Si vous permettez, je peux ajouter un exemple. Oui. En faisant des recherches sur le timbwani. Le timbwani, c'est cette double
tambours, là, voilà, des boabas. Ouais. Et nous étions partis à Dédougou et on nous a dit, bon, le Timbouani, c'est le chef des tambours. Donc on est parti, on a causé, on a fait de poser des questions et tout ça. Il dit, mais il semble que votre tambour parle. Il dit, oui, si vous voulez, on peut l'essayer. Et mon technicien et moi, bon, lui, il enregistrait, moi, j'ai posé les questions. Il dit, bon, je vais vous jouer un morceau, tout à l'heure, vous allez voir. Donc, il a tambouriné pendant 2-3 minutes. Et bon, et puis on continue à causer, tout ça. Et puis après, on a vu des vieux qui débarquaient, l'air surpris, hagards. Ils sont arrivés, ils lui ont posé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu nous convoques? Non, nous on a vu ça. Il nous a traduit ça. Qu'effectivement, ils ont entendu le message, ils sont venus. Donc, vous voyez, donc c'est très... La communication là, c'est très important. D'accord. Les éléments insolites. Les événements insolites, c'est par exemple les éclipses de lune ou de soleil. Oui. Mais on prend n'importe quel instrument, que ce soit le koundé, le tambour, chose là. On joue ça, on joue même un air pour décrisper cela. Parce qu'ils sont en guerre, pour les séparer. D'accord. Oui, on les suppose, oui. Quand vous jouez ça, même les possessions, là, comme il a dit là, oui. Il y a des morceaux spécifiques quand vous jouez ça. Quand quelqu'un est possédé par les génies, les génies le lâchent. Pourquoi les génies le lâchent? Soit que le morceau là les effraie, dit attention, vous-même vous êtes. Ou bien ils sont enivrés par la musique des choses là. Ils sortent pour danser. Voilà. Ok. J'ai envie de poser une question à Madame Traoré. Ce qui se passe, c'est que on entend de très belles histoires par rapport à nos instruments et au musée de la musique, on imagine que vous avez beaucoup d'instruments puisqu'on a plus d'une 60aine d'ethnies. Est-ce que chaque ethnie est représentée au musée? Oui. Et si je dis chaque ethnie est représentée, c'est trop dit. D'accord. Mais si nous prenons les 60 ethnies, je peux dire que 50 sont représentées. Quand même. Et nous faisons des phases de collecte pour pouvoir collecter les ethnies aussi qui ne sont pas représentées au musée. Actuellement, on a plus de 222 objets. D'accord. En plus de ces 22 objets, on a aussi des cachettes CD, des cachettes DVD anciens que les artistes nous ont donnés. Oui. Par exemple, il y a Moussa Joseph qui nous a cédé aussi ses œuvres comme notre papa l'a fait au musée de la musique. Donc nous avons toutes ces œuvres-là. Donc si tu prends 60 et qu'il y a 50 au moins qui sont représentés, je pense que c'est déjà bon. Mais nous sommes toujours en campagne de sensibilisation pour pouvoir prendre en compte les 10 par exemple, qui restent, venir ajouter. Sinon, au sein du musée, vraiment, nous avons plus de 50 ethnies qui sont représentées. Et c'est comme ils l'ont dit, je disais tantôt que le rôle du musée, c'est quoi? Il s'occupe de ces biens culturels, de l'humanité et les interprète. Tout ce qu'ils viennent de dire, c'est-à-dire tous ceux qui viennent au musée pour découvrir nos objets traditionnels, voilà ce que nous leur expliquons. Puisque tous les objets qu'on a eu à collecter, sur les lieux de collecte, voici des informations qu'on nous donne souvent. Voilà cet instrument, ça se joue à telle occasion, voilà les interdits, et il ne faut pas faire ceci ou cela. Donc, quand nous prenons ces informations pour accompagner l'instrument en question. Donc, quand nos visiteurs viennent comme ça, par exemple, nous te présentons l'instrument suivi de son usage, de ces commentaires que les gens viennent de dire. Voilà pourquoi j'invite vraiment la population burkinabé à venir découvrir. Tu peux voir un instrument croyant que tu le connais, pourtant tu ne connais pas son histoire. Mais c'est en venant au musée peut-être que tu peux connaître l'histoire de l'instrument en question. Et là, tu comprendras que ce que tu voyais de l'instrument, vraiment, ça dépasse ce que toi, tu imaginais peut-être. D'accord. Voilà. Ok. On voulait aborder l'aspect un peu des funérailles, mais on va aller pour la pub et on revient pour aborder cette question-là. La musique qui adoucit les mœurs, la musique comme identité culturelle d'un peuple, la musique vecteur des valeurs traditionnelles d'un terroir. Quel est donc le symbolisme et l'histoire des instruments traditionnels de musique en Afrique? La réponse avec un professionnel du domaine. On l'appelle l'arc musical. Et l'arc musical se joue à la bouche. C'est le koundé. C'est l'un des instruments
très aussi joué dans nos musiques populaires ici dans certaines régions. Quand vous prenez la zone du plateau Mossi, à 100%, vous allez trouver que cet instrument joue un rôle capital dans beaucoup de musiques. Bien avant que la flûte ne devienne instrument de musique, elle a été d'abord valeur de communication. Et les chasseurs, quand ils partaient en brousse, si vous remarquez, vous allez voir que les chasseurs portent toujours une petite flûte à leur cou, où ils ont des flûtes sur lesquelles ils appellent les autres chasseurs et ils se retrouvent pour aller à la chasse. Mais aujourd'hui, la flûte sert encore à double chose. La flûte intervient dans la musique, dans la bonne musique. On l'appelle le rougas dans la société Mouaga. On va l'appeler en français le violon traditionnel. Cet instrument est un instrument de valeur qui avait presque été abandonné par notre société de jeunesse. Parce que rare de jeunes jouaient, parce que c'est les mendiants que vous voyez souvent au bord des marchés tenir cet instrument et qui le jouent pour mendier. Quand vous regardez la musique mandingue plus profondément, vous allez vous rendre compte que c'est l'instrument qui joue le rôle capital. Parce que c'est un instrument qui s'accorde avec tous les instruments traditionnels et modernes du monde. Nous avons notre propre métronome. Cet instrument ne vous rate pas et ne rate pas le temps. Et si vous êtes musicien, vous le jouez. Et ben voilà, donc on a quand même découvert que c'est vraiment un tout petit aperçu de ce qu'on peut voir au musée de la musique, quelques instruments. Donc on espère que ça aurait éveillé votre curiosité et que vous irez voir Madame Traoré. C'est bien cela. Excusez-moi, je n'ai pas bien... Non, c'est pas une question. Je dis juste à nos téléspectateurs, on espère qu'ils vont venir vers vous pour apprendre plus. Ok, j'allais ajouter peut-être les tarifs. Oui. Et pour les élèves, c'est 100 francs. Pour les étudiants, c'est 250 et pour les adultes, c'est 500 francs. C'est les expatriés qui sont 1000 francs. Ce n'est pas cher. Venez découvrir. Et à part l'exposition aussi, ce n'est pas les instruments seulement. Nous avons une salle audiovisuelle. Nous avons une salle d'animation aussi. Ça veut dire à la fin de la visite comme ça, nous amenons nos visiteurs dans la salle audiovisuelle. Ces CD et ces cachettes que nous vous parlons, nous mettons ça pour les visiteurs pour qu'ils puissent découvrir les pas de danse de ces instruments qu'il a pu visiter dans les salles. Parce qu'il a dit que c'est vraiment très étroitement lié à musique donc et danse. Après avoir regardé, tu écoutes aussi les sons de ces quelques instruments. Et à la fin maintenant, si vous n'êtes pas pressé, si vous avez le temps, on les amène maintenant à la salle d'animation. Et là-bas, comme il est formellement interdit de jouer les instruments dans la salle d'exposition, dans la salle d'animation, nous avons des copies d'instruments que nous avons exposés. Et ça, c'est laissé pour les visiteurs. Et ça veut dire à la fin, vous pouvez rester tout le temps que vous voulez pour manipuler ces instruments que vous avez dans la salle d'animation. C'est bien ça. Voilà, donc nous invitons vraiment tout le monde à venir découvrir ces instruments au sein du musée de la musique. D'accord, ok. En tout cas, le message est passé. Il nous reste une quinzaine de minutes et j'ai quand même envie qu'on aborde cette question-là des funérailles qui, chez nous, est quand même un moment très très important dans nos sociétés où il y a de la musique, mais pas de la musique qu'on entend tous les jours. C'est quoi la caractéristique de la musique qu'on entend au moment des funérailles? Les funérailles revêtent une importance très capitale pour le Noir. Parce que c'est une occasion pour lui de dire aux morts qui ne sont pas partis et qui sont toujours parmi nous. Comme le poète, là, les morts. Voilà. Bon, donc, c'est pour consacrer le non-départ des morts dans l'au-delà. Ils vivent parmi nous. D'accord. Il y a ça, c'est pour aussi leur rendre hommage pour ce qu'ils ont fait, s'ils ont été utiles. Et en même temps, bon, c'est une occasion aussi de retrouvailles de la grande parenté.
parce que ce sont les parents et amis qui célèbrent les funérailles de quelqu'un. Les funérailles sont diversement célébrées, hein, puisque ça dépend de la culture du milieu. Il y a ce qu'on appelle les funérailles fraîches. Dans le monde, ce nous faut en tout cas là-bas, les funérailles fraîches et les funérailles sèches, entre guillemets, quoi. D'accord. Fraîches parce que, bon, quand vous mourrez tout de suite, là, bon, on fait quelque chose pour vous. Parce que, histoire même que la musique fasse connaître aux gens que vous n'êtes plus en chair et en os. Je précise. Mais vous n'êtes pas en chair et en os parmi nous. D'accord. Ça, bon, on joue, mais bon, ça c'est une musique habituellement triste. Parce qu'on n'est pas content de que quelqu'un s'en aille. Oui. Et les funérailles sèches, c'est-à-dire, sèches pourquoi? Parce que le temps a passé, généralement c'est en saison sèche même qu'on fait ça. Il n'y a pas de pluie. Bon, ça peut être 1 an, 2 ans plus tard, selon les possibilités des vivants. Oui. Bon, si vous n'avez pas l'argent, les dolos, tout ça, les chèvres, tout ça que vous allez immoler là. Bon, donc, c'est prendre le temps de réunir donc, tout ça. Quand la famille est prête, la grande famille, la parenté est prête, on décide du jour favorable pour ça et généralement c'est célébré de façon musicale. Et là, la musique n'est plus triste. Ah oui, mais parce que là, on est content, quoi. On est content. Mais ce n'est pas qu'on ne se remémore pas le décès. Non, on est content parce que, bon, c'est pour dire au revoir et souhaiter bon séjour dans l'au-delà. Oui. Bon, c'est à cette occasion aussi qu'on montre l'envergure de la famille. Parce que plus la famille est étendue, plus les funérailles seront grandioses. Plus la famille aussi a des moyens, plus les funérailles seront grandioses. Donc, le noir ne badine pas avec ça. Et en pays, comme dans toute la zone là-bas de l'ouest, de Siamoun, tout ça là, bon, ce sont des choses que moi j'ai vues. Bien sûr, c'est... Quand quelqu'un est mort, on tue d'abord des poulets, histoire de savoir est-ce que la personne elle est d'une âme pure ou d'une âme impure. Âme pure si elle n'est pas sorcière. Âme impure si la personne a été sorcière. Les funérailles sont célébrées autrement. Okay. Parce que il n'y a pas de funérailles pour des gens qui sont révélés sorciers dans la société. Ah, d'accord. Ah non. Okay. On ne consacre les funérailles qu'aux âmes pures. D'accord. Très bien. Quand donc on a tué le poulet, on a vu, les poulets indiquent que la personne n'est pas sorcière. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pour confirmer ça, on fait porter le mort sur la natte par 2 porteurs. Et c'est le mort qui dirige, au son de la musique là, qui dirige le porteur là, pour le guider à aller à l'endroit qu'il faut, quoi. C'est-à-dire, si la personne est sorcière, sort derrière les cases. Le porteur est obligé, le porteur à l'amener derrière le village pour être enterré. D'accord. Il n'est pas enterré dans la personne, même si elle a 100 ans, il n'est pas enterré dans sa cour. D'accord. Parce qu'elle ne mérite pas d'être. Parce qu'on dit, son énergie mystique va emmerder les gens. Donc, il faut que ça soit dehors. D'accord. Donc, pour se défaire de ça, on l'enterre dehors. Sinon, on porte le mort sur la tête et au son du son, le mort danse. Il danse, il danse, il danse. Par exemple, là, si c'est moi qui suis mort là, hein, bon, je vais aller vouloir dire au revoir à mes grands amis, les Cabro-Ogé. S'il est, par exemple, par exemple dans la foule là, s'il est dans la foule de mes funérailles là, mais le voir, les porteurs viennent s'incliner comme ça avec les 2 porteurs, ça les oblige. Oui. Si tu veux aller à l'encontre de ce que le mort veut là, mais ça, tu es mort. Donc, comme ça, il ne tombe jamais. Il s'agenouille, il se relève, il s'envoie comme ça, il faut... Oui, mais ça, tout ça là. Après, s'il est d'une bonne âme, il s'en va dans sa cour, il s'en va s'arrêter net. Et c'est là-bas qu'on crée sa tombe. D'accord. Même la personne sorcière, elle s'en va s'arrêter quelque part
on creuse sa tombe là. Mais hors de la cour. Oui, mon père m'a raconté qu'un jour, lui, il avait dit à des gens là que, oh, que non, comment, que ce sont est-ce que ce n'est pas les gens qui dirigent le mort, ceux-là. Bon, les gens ont entendu ça un jour, on lui a fait porter un mort là. Ha! Il dit que lui, son cou a failli se rompre. Parce que lui, à un moment, lui, il a essayé de vouloir diriger le mort, quoi. C'était pas possible. Alors, dès qu'on a fait une cérémonie là, le mort a enchanté. Et il est interdit de regarder cette danse-là à travers un mur. Si vous faites comme ça, à travers le mur, vous voyez cela. Vous voyez le mort assis. Il n'est pas couché, le mort assis, vivant, sur la tête sur des porteurs. Le brancard, oui. Et puis vous mourrez, évidemment. Ah bah, donc, si c'est interdit. C'est interdit. D'accord. Ah, c'est une danse terrible. Ok. Ah oui, il y a cette musique qui est spécifique. Pour ça, oui. Relativement à la musique des funérailles, là, il a parlé pratiquement de l'immortalité du mort. En fait, il disparaît physiquement, mais sur le plan spirituel, bon, il baigne toujours dans le milieu familial, en fait, dans l'énergie de la famille. Chez nous, le Mossi, il y a, je ne sais pas si ça se fait un peu partout, il y a ce qu'on appelle le rite du Kurita. Le Kurita, littéralement, c'est celui qui mange les funérailles. Donc le Kurita, en fait, c'est un représentant du mort. Et généralement, s'il y a un vieux qui sent sa mort prochaine, il va choisir parmi ses brus, voilà, ses belles filles. Il y en a qui aiment bien plaisanter avec lui, tout ça. Donc il choisit une qui va être son Kurita quand il va mourir. D'accord. C'est extraordinaire. Si vous voyez, après les funérailles, enfin, lors des funérailles sèches, comme il a dit. Oui. Donc, parce que chez les Mossi aussi, il y a les funérailles fraîches et sèches. Lors des funérailles sèches, il y a un jour, le rite, par exemple, si c'est le dimanche, le lendemain, lundi, est consacré tôt dans la matinée à ce rituel-là. C'est très beau. On habille la femme là, des habits du mort, s'il portait je sais pas, un chapeau, s'il chiquait le tabac, s'il croquait la cola, tout. Et s'il avait un bâton, tout. La femme va imiter tout. Elle est assise devant la maison mortuaire et les belles familles du mort viennent saluer, donner de l'argent. D'accord. Et elle distribue, on amène de la cola, elle distribue aux gens, les vieux qui avaient l'habitude de venir causer avec lui, ses amis. Comme s'il était encore là. Vivant. Et les danseurs de Warba, m'avaient dit donc, très animés, ils dansent en file indienne, ils viennent s'accroupir, saluer, ils donnent l'argent à ces danseurs-là, et puis ils repartent. Mais c'est très beau. Cela pour dire quoi? Pour le noir, la mort, c'est juste un passage, ça n'existe pas, ce n'est pas une disparition totale. Donc, la personne qui est morte là est représentée par la Kurita qui perpétue ses habitudes de vie. Pour dire que la personne est toujours... Voilà, la personne est toujours vivante. Donc, en cela, moi, je me dis, en fait, ces rituels-là que des gens veulent faire disparaître, trouvant que c'est un peu... Voilà. Mais ça n'a aucune contradiction avec les religions révélées qui prônent que la vie est éternelle, pratiquement. L'homme ne disparaît pas. Même s'il disparaît physiquement, il est de l'autre côté et il vit toujours. C'est une question de perception, c'est tout. Et les musiques qui sont servies en ces circonstances, c'est vraiment très beau. Et il n'y a que là qu'on entend ces musiques-là. Ah oui, bon, non, en fait, bon, il y a des musiques spécifiques. Des instruments, oui, les mêmes instruments, le lunga, par exemple, avec les danseurs de Warba, tels que vous les connaissez. Exactement. Voilà, ils dansent. Et bon, il y a peut-être des chants exécutés aussi par les femmes. Ouais. Ce qu'on appelle les tambours d'eau. C'est-à-dire qu'on renverse des calebasses dans des bassines d'eau et on joue avec des louches. Et ça, c'est vraiment des musiques de funérailles spécifiques pour les funérailles. Et ça, c'est les femmes, hein? C'est les femmes, pas les hommes. Oui. D'accord. Voilà. Mais les hommes, c'est la corporation des Benda là, qui viennent tambouriner comment on appelle ça, les devises du mort, en représentent depuis ses premiers ancêtres jusqu'à lui. D'accord. Pour célébrer et sceller cette existence avec le présent. D'accord. On est pratiquement à la fin de cette émission. Normalement, si tu n'as pas célébré les funérailles, les funérailles de ton père ou de ta mère, si tu es plus
Si tu meurs, tu n'as pas le droit des funérailles. C'est fini pour toi comme ça. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de rattraper? Si tes enfants doivent faire tes funérailles, ils payent le crédit de ce que tu n'as pas fait pour tes parents d'abord. D'accord. Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, comme je le disais, malheureusement, on est pratiquement à la fin. Le sujet est super intéressant. C'est pas Madame Traoré qui me dira le contraire. Mais le temps est court. Mais l'objectif... on va quand même... on espère entendre quand même quelques notes avant de se dire au revoir. Parce que ça serait dommage de ne pas l'entendre alors qu'on l'a. C'est la musique des chasseurs. Le dozongone, on appelle ça le dozongone. Dès que vous voyez une castagnette au bout, c'est dozongone. C'est une musique spécifique. C'est pour chanter les louanges des chasseurs. C'est pour chanter aussi les péripéties de la chasse. Les aventures des chasses, c'est réservé pour ça. Voilà, c'est un instrument. C'est avec de grosses ondes. Je vais faire ma conclusion et on va finir en beauté avec le son du dozongone. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Donc, je sais que vous également, chers téléspectateurs, vous avez pris du plaisir à entendre tout cela. Et comme je le dis, j'espère que ça aura éveillé votre curiosité et que vous ferez un tour du côté du musée de la musique. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous contacter? Nous avons des numéros de téléphone oui. pour tous les visiteurs qui veulent venir découvrir le musée de la musique. Oui. Et nous avons les 76, les 85, 92, 13 ou les 68, 76, 95, 54. 71 aussi, 12, 07, 73 ou les 79, 14, 25, 33. Pour vos rendez-vous, vous pouvez contacter ces numéros et nous programmons la visite pour ces visiteurs. D'accord. En tout cas, donc nous invitons vraiment tous les Burkinabés, quelle que soit votre catégorie, votre genre, homme, femme, enfant, à venir découvrir vraiment les merveilles de ces instruments qui sont au musée de la musique. Moi, j'ai envie de dire, les enfants sont en vacances. C'est l'occasion de les amener là pour qu'ils apprennent. Pourquoi pas? Peut-être que vous allez susciter des envies, des passions de jouer d'un instrument traditionnel. Également, un grand merci à Oje Kaboré. Donc, les objets de vos, les contenus de vos recherches, on peut les trouver au CNRST? En principe, bon, il y a des articles qui sont publiés dans différentes revues, à l'international comme au niveau national. Mais rassurez-vous, je suis en train de travailler avec la complicité du CNRST pour faire une compilation de ces travaux-là. Bon, peut-être qu'après ça peut servir pour les étudiants et d'autres personnes. Certainement. Voilà. Merci d'avance et merci pour le temps accordé à cette émission. Et un grand merci à Konomba Traoré qui va finir en beauté l'émission d'aujourd'hui avec quelques notes donc d'Ingoni. Et à vous, je vous souhaite de passer... Vous allez plutôt venir au balafon? D'accord. Eh bien, on va finir en balafon et en attendant, moi, je vous souhaite de passer une belle suite de journée en compagnie des programmes de BF1 et on se retrouve demain avec un autre sujet, toujours dans le salon du Loft. Prenez grand soin de vous, restez fidèles au programme de BF1 et n'oubliez pas de prendre le temps pour vivre les belles choses de la vie. Merci beaucoup, à vous. Il y a des musiques aussi pour bercer les enfants, pour les endormir. Ah. On raconte que l'Almami Samori, sa femme préférée, avait une chanson là qui berçait le prince. Hein? Oui. Bon, donc on a consacré ça dans le morceau.